Ceci n'est pas un podcast, même si ça y ressemble, mais en fait je vais vous proposer un nouveau format qui est une sorte de format hybride, quelque part entre podcast et entre vidéo, parce que ce qui va se passer c'est que vous allez entendre ma voix, mais je ne vais pas apparaître à la caméra aujourd'hui. Ceci dit, vous aurez quand même accès à une partie visuelle sur votre écran, donc c'est pour ça que je parle de format hybride entre podcast et vidéo. Alors pourquoi je fais ça ? Eh bien, c'est encore une suite des résultats du sondage, parce que dans le sondage, vous avez été vraiment nombreux à me demander de faire un podcast pour pouvoir approfondir certains sujets, pouvoir faire des formats un petit peu plus longs. Et moi, je trouve très intéressant de pouvoir effectivement approfondir le dialogue avec vous, ou en tout cas de le poursuivre, parce que quand vous publiez vos commentaires sur les vidéos, c'est en général très intéressant, et moi quand je réponds à vos commentaires sur YouTube, mes réponses restent assez succinctes parce que je ne vais pas commencer évidemment à rédiger un roman pour chaque commentaire, mais parfois je me dis que c'est un peu dommage et que ça mériterait d'être un petit peu approfondi tout ça. Donc je trouve que ce format est une bonne occasion de le faire et que ça nous permettra de poursuivre la conversation. Et la deuxième chose que je vais vous proposer, c'est de répondre à des questions que vous pouvez vous poser. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux refaire tout de suite un deuxième podcast. Bon, en fait, je vais pas continuer à appeler ça podcast puisque c'est pas vraiment un podcast. Je vais plutôt appeler ça un podéo, en fait, quelque part entre podcast et vidéo. Je trouve podéo c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Et dites-moi si ça vous convient, si je reste ici sur cette plateforme avec ce format que vous pouvez utiliser comme un podcast finalement. Vous pouvez l'écouter dans un casque, quand vous êtes dans les transports en commun ou autre. C'est pas grave si vous n'avez pas accès à la partie visuelle, ça ne vous empêchera pas de profiter du contenu, mais en tout cas, dites-moi si ce format vous plaît. Et de toute façon, je vais vérifier moi-même mes statistiques pour voir un petit peu, pour évaluer jusqu'à quel moment vous restez, combien il y a de lectures, enfin bref, je vais voir avec le temps si ce format vous convient. Alors, donc, je reviens à ce que je disais, en tout cas, si vous en avez envie, je peux déjà refaire un deuxième podéo, encore cette semaine, et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez déjà m'envoyer des questions, puisqu'il n'y aura pas de vidéo entre-temps, donc je ne pourrai pas réagir à vos commentaires d'ici là, mais en tout cas, vous pouvez m'envoyer des questions en utilisant le formulaire de contact sur le site, et vous pouvez faire ça jusqu'à, par exemple, vendredi, on va dire, comme ça. Moi, je m'arrange pour vous publier tout ça samedi. Et donc là, on y va tout de suite pour poursuivre le dialogue suite aux commentaires que vous avez publiés sur la dernière vidéo parue, au sujet des conversations. Alors si vous avez accès à votre écran, vous pouvez voir en ce moment le sommaire qui s'affiche, comme ça vous permet un petit peu de suivre le fil des sujets qui vont être abordés dans ce podéo. Alors le premier sujet, je vais commencer par répondre à Flavie. Flavie qui nous dit concernant les conversations, je ne sais jamais quoi dire, c'est horrible. Surtout quand c'est une conversation à deux. Pour les conversations de groupe, pour sûr, je reste en retrait. C'est dû non seulement à mon introversion, mais aussi à cause de ma faible audition qui ne me permet pas de suivre une conversation multiple. Mais quand j'entends ce qu'on raconte, je préfère écouter que dialoguer. Alors là, ici, je vais répondre en deux temps. Donc sur le premier point qui est je ne sais jamais quoi dire. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les personnes qui ne sont pas à l'aise dans les conversations. Pourquoi ? Bien parce que on prend à ce moment-là une énorme responsabilité sur ses épaules. C'est-à-dire que vous allez vous sentir responsable du moindre silence qui va arriver dans la conversation. Vous allez ressentir une énorme pression. Si personne ne dit rien, vous avez l'impression que ça va être à vous absolument de parler et de meubler, parce que sinon ça devient très gênant. Ce silence devient vraiment très gênant. Donc ici, on est dans une peur du jugement de votre interlocuteur. Qu'est-ce qu'il va penser si vous ne dites rien ? Alors, quand vous êtes introverti, on vous conseille très souvent une chose pour un petit peu compenser ceci, c'est d'utiliser vos excellentes facultés d'écoute. Alors oui, ça peut être évidemment très confortable
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un côté plus rassurant d'être dans les conversations de groupe, parce que finalement, vous ne prenez pas trop de risques, vous pouvez, comme tu le dis, Flavie, vous pouvez rester en retrait, quelque part vous avez moins de responsabilités sur vos épaules. Mais le problème avec ça, c'est que si vous restez tout le temps dans une attitude de retrait, si vous restez tout le temps à 100% dans l'écoute et sans vous exprimer vous-même, en fait ici, on aura affaire plutôt à un monologue, ou en tout cas pas à un échange satisfaisant sur du long terme. Et je comprends très bien la pression que tu ressens dans une conversation à deux, où tu te sens évidemment beaucoup plus responsable de devoir meubler cette conversation, de devoir la nourrir, mais il existe tout un tas de techniques pour savoir comment commencer une conversation. On peut toujours commencer avec du small talk, vous savez, c'est cette discussion qu'on qualifie de pas très intéressante sur des sujets un petit peu bateaux, on parle souvent de la pluie et du beau temps. Vous voyez, ce genre de choses qu'on n'estime pas très intéressantes, mais pourtant il y a des avantages à commencer une conversation avec ce small talk, puisque c'est quelque chose où émotionnellement vous n'allez pas vous impliquer. C'est beaucoup plus facile de commencer avec ça, parce qu'en fait vous prenez peu de risques, vous n'exprimez aucune opinion, vous ne parlez pas de choses qui fâchent, vous parlez d'un sujet dont tout le monde peut parler, donc c'est, disons, la voie facile, la plus facile sans doute pour démarrer une conversation. Donc ça, c'est un avantage. Après, c'est vrai que rester là-dedans pour toute une conversation, ça n'est pas satisfaisant pour tout le monde. Donc ça, c'est pareil. Il existe des techniques pour enchaîner vers quelque chose de plus profond, des techniques pour nourrir le cœur de la conversation quand vous y êtes, savoir comment enchaîner, savoir quand poser des questions à votre interlocuteur, savoir quel type de questions aussi il vaut mieux poser. Et quel type de questions il vaut mieux éviter. Vous pouvez apprendre aussi à faire en sorte que la personne vous pose des questions auxquelles vous avez envie de répondre. Il y a aussi des techniques pour apprendre à trouver des sujets en cours de conversation. Donc d'un point de vue technique, il y a vraiment tout un panel qui existe. Ça ne manque pas. Et d'ailleurs, c'est ce que vous trouverez le plus fréquemment dans tout ce qui est vidéo ou blog ou formation, tout ce qui tourne autour des conversations, c'est en général de ça dont on va vous parler, des techniques. Et évidemment, c'est très très utile. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est très utile. Mais, j'ajoute encore un mais, parce que malheureusement, ce qui est oublié et qui va faire en sorte que vos techniques seront moins efficaces, beaucoup moins efficaces, c'est qu'une conversation réussie, ce n'est pas seulement des techniques. Donc là, imaginez une table. Au milieu de cette table, vous avez la conversation. On va dire que un pied de cette table, ce sont les techniques. Mais à ce stade, il manque encore 3 pieds à votre table. Donc les 3 autres pieds, les 3 autres piliers d'une conversation réussie, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir d'une part vous, quand même, élément principal de cette conversation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous et votre personnalité, vous et vos objectifs, vous et vos attentes, vous et votre énergie. Un autre pilier de cette table, ce sera évidemment votre interlocuteur. Pareil, votre interlocuteur et sa psychologie, sa personnalité. Et enfin, en 4e pied de cette table, vous avez le contexte. Alors justement, le contexte, je vais y venir en répondant au 2e point de ton commentaire. Mais en tout cas, voilà, ici vous avez les 4 piliers d'une conversation réussie, c'est-à-dire les techniques, vous, votre interlocuteur et le contexte. Alors, vous pouvez mettre votre priorité sur les techniques et ignorer les 3 autres piliers, mais je ne suis pas sûre que votre table sera bien solide avec un seul pied. Donc pour moi, si vous voulez vraiment évoluer dans vos compétences en conversation, mais vous devez absolument travailler sur ces 3 autres pieds. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi-même je me focalise là-dessus. Vous avez bien vu que j'ai proposé un coaching qui est en rapport directement avec 2 de ces piliers, à savoir votre personnalité et la personnalité de votre interlocuteur. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas traiter avec vous les 2 autres piliers, sûrement pas, puisque de toute façon, tout est lié. Mais c'est bien pour vous montrer qu'il y a
des éléments essentiels à prendre en compte. Si vous en restez seulement à des techniques, on va dire, un peu superficielles, ça ne sera pas suffisant pour avoir des conversations satisfaisantes. Alors, je reviens tout de suite maintenant à ce que je vous disais, le contexte, qui est l'un de ces 4 piliers d'une conversation réussie. Parce que dans ton commentaire, Flavie, tu me dis donc ta faible audition ne te permet pas de suivre une conversation multiple. Alors oui, sans aucun doute, et je te comprends très bien, puisque je peux te dire que moi-même j'ai une petite lacune en matière d'audition, parce que je suis musicienne et que je ne me suis pas toujours très bien protégée. Mais bref, je veux te dire aussi que avec une bonne audition ou avec une faible audition, une conversation de groupe, ça reste difficile. Pour moi, ça reste, comme je te disais dans le commentaire, ça reste carrément une utopie. Parce que quand on est dans un groupe, c'est une autre dynamique qui intervient, c'est la psychologie de groupe. Et dans cette dynamique de psychologie de groupe, eh bien, les individualités ont tendance à s'effacer. C'est pour ça que, par exemple, vous allez... avec une personne que vous connaissez bien, vous pouvez à un moment donné ne pas la reconnaître quand elle se retrouve dans le contexte d'un groupe. Vous trouvez qu'elle se comporte différemment quand elle est dans un groupe que quand elle est avec vous en tête à tête. Donc c'est ça qui intervient, c'est la dynamique de groupe. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en général, chacun va prendre un rôle et va en principe toujours garder ce même rôle dans le même groupe. Pourquoi? Parce que changer de rôle, ça va être généralement mal accepté par le reste du groupe. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans nos gènes, c'est quelque chose qui est assez insécurisant. Quand chacun a un rôle bien déterminé et que subitement quelqu'un change de rôle, ça crée une forme d'insécurité pour le reste du groupe. Bref, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus aujourd'hui, mais en fait, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, si une personne qui ne parle pas, vous savez ce qui peut se passer, on va lui faire remarquer, tu parles pas beaucoup, mais ce n'est pas sûr que si un jour cette personne se décide à finalement parler, à prendre une place, à vraiment s'exprimer, mais c'est pas sûr que le reste du groupe apprécie ça et lui laisse volontiers cette place. Parce que tout à coup, ça vient perturber une dynamique qui était installée, qui fonctionnait très bien comme ça, qui était confortable, et ça vient perturber ça. Ça, c'est déjà une première chose, mais il y a encore une deuxième chose qui fait que avoir une conversation en groupe ne peut pas être satisfaisante selon moi, c'est que dans un groupe, la conversation ne va plus vraiment ressembler à une conversation, mais plutôt à une sorte de zapping, où tout va aller très vite, on va très vite changer de sujet, on va pas vraiment approfondir, chacun va parler de soi et ne va pas vraiment écouter l'autre. C'est plus le mode discussion de bar, si vous voulez, hein. C'est pour meubler, c'est pour passer le temps, mais c'est pas dans la volonté d'écoute, de respect, d'échange. C'est pas ça une conversation de groupe. Ce sont des sujets généralement moins profonds, plus tout public, avec un rythme des échanges accéléré, comme je l'ai dit, hein, et donc un temps de réactivité qui diminue pour vous, un temps de parole raccourci. Donc c'est beaucoup plus difficile de vous faire une place dans une conversation de groupe qui, à mon sens, est plus calibrée pour les tempéraments extravertis. Donc moi, là-dessus, ce que je recommande, quand on n'est déjà pas très à l'aise en conversation, c'est de pas tout de suite aller se jeter dans une conversation de groupe pour démarrer et pour apprendre à devenir plus à l'aise en conversation. Parce que ça, c'est pas constructif à mon sens. C'est un petit peu, si vous voulez, pour prendre un parallèle, imaginez que vous vouliez apprendre à conduire. Il me semble que vous allez commencer par apprendre sur des petites routes tranquilles, petites routes pas trop fréquentées, voire même sur un parking. N'allez pas tout de suite aller apprendre à conduire sur le périphérique à Paris, par exemple. Vous pouvez, bien sûr, mais quelle dose de stress ça va vous générer? Vous allez devoir jouer des coudes pour vous faire une place, et au final, je suis pas sûre que vous ressortiez de là avec beaucoup de satisfaction. Donc, pour moi, la meilleure progression à suivre, c'est d'abord de commencer, évidemment, par une conversation avec un seul interlocuteur, où là, vous pouvez déjà avoir beaucoup plus de contrôle sur les différents paramètres que je vous ai cités avant, qui sont les piliers de la conversation réussie. Dans le groupe, vous n'aurez pas ce luxe. Donc là, tout dépend de vos objectifs en fait. Hein. Si votre objectif est d'avoir une conversation un peu plus profonde et satisfaisante, choisissez
d'être dans un contexte déjà avec une autre personne, c'est tout. Maintenant, si vous voulez juste passer un moment, on va dire, agréable, où vous n'avez pas trop envie de vous impliquer, si vous n'êtes pas forcément en recherche d'un échange plus profond et plus satisfaisant, bah oui, à ce moment-là, vous pouvez effectivement vous installer dans un groupe et rester un petit peu en retrait. Écoutez, ça marche toujours. Mais posez-vous la question de quels sont vos objectifs et qu'est-ce qui peut vous apporter de la satisfaction. Alors, je passe à Julien qui me dit « La lettre N de ma personnalité INFJ me correspond bien et c'est assez difficile pour moi de trouver, entre guillemets, d'autres N, entre guillemets, pour se comprendre. » Et Julien, je vais associer ton commentaire avec celui de Mormagor qui me dit « J'ai une préférence N moi aussi. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvée plongée dans mes pensées pendant que quelqu'un me parlait de trucs sans intérêt à mes yeux, ou au contraire, j'ai eu l'impression de parler dans le vide, voire carrément d'emmerder mon interlocuteur. En général, ça me donnait envie de m'énerver, soit contre la personne en face, soit contre moi-même, car me sentant inadaptée. » Je m'arrête là avec ton commentaire Mormagor, parce qu'il y a encore beaucoup de choses intéressantes, et je vais y répondre après. Mais je m'arrête sur ce premier point puisque je fais le lien avec ce que dit Julien, c'est-à-dire que vous avez tous les deux du mal à trouver une personne qui a une préférence N pour pouvoir vous comprendre, pour pouvoir échanger des conversations intéressantes. Et oui, évidemment, comme je le disais dans la vidéo, c'est mathématique. Je pense que beaucoup de N doivent être confrontés à ça et que c'est effectivement très frustrant. Il y a un décalage que tu décris très bien, Mormagor, de même que les sentiments négatifs que cela peut générer contre l'autre personne, de l'énervement, ou même contre vous-même, vous sentir inadapté. Donc tout ce que vous exprimez là est extrêmement légitime, et je vais poursuivre ma réponse avec la suite du commentaire de Mormagor, qui dit « On voit bien, notamment grâce à cette vidéo, que les choses sont plus compliquées, que c'est une question de personnalité, de préférence, de connaissance de soi et de l'autre. » Oui, c'est exactement ça, et c'était l'un des buts de ma vidéo. Donc S ou N, c'est juste deux fonctionnements différents. Et c'est quand on n'a pas conscience que les autres peuvent fonctionner différemment de nous-mêmes, c'est là que ça coince vraiment. Et je peux vous dire que comprendre ça, c'est une première très grosse étape, comprendre que les autres ne fonctionnent pas comme nous. Et je peux vous dire une deuxième chose, mais c'est que c'est très rare les personnes qui comprennent ça. Donc déjà, bravo à vous qui faites cette démarche de vouloir comprendre d'une part comment vous fonctionnez, mais aussi de vouloir comprendre comment les autres fonctionnent. Parce que ça, c'est pour moi la clé absolue de toutes vos relations sociales en fait. Alors bien sûr, quand vous commencez un petit peu à comprendre comment vous fonctionnez et comment fonctionnent les autres, ou en tout cas à vous rendre compte qu'ils ne fonctionnent pas comme vous, l'étape suivante c'est quoi ? C'est ce que tu dis, Mormagor, on va enchaîner avec ce que tu dis, c'est « J'ai cependant remarqué que c'était moi, introverti, qui m'adaptais le plus souvent à mon interlocuteur plutôt que l'inverse. Peut-être parce que l'introverti a plus de facilité pour le faire. » Point d'interrogation. Et je dois dire que c'est assez lassant et pas très enrichissant. On a l'impression d'une perte de temps, d'être dans quelque chose d'inauthentique. Voilà, donc ça, c'est ça l'étape suivante. Vous comprenez que vous fonctionnez d'une façon spécifique, vous comprenez que votre interlocuteur ne fonctionne pas comme vous. L'étape suivante, c'est « est-ce que je m'adapte ?» Et c'est précisément ce que j'aborde dans la vidéo, dans les 5 étapes. Est-ce que vous devez vous adapter ? Alors oui, il y a des circonstances où c'est mieux de vous adapter, et d'autres où ce n'est pas conseillé. Je vous dis même que vous n'avez pas intérêt à vous adapter en permanence. Sinon, voilà, c'est ce que tu dis, Mormagor, ça peut paraître lassant, pas très enrichissant, l'impression de perdre son temps et de quelque chose d'inauthentique, c'est exactement ça. Alors comment savoir, quand s'adapter, quand ne pas s'adapter ? Mais évidemment, ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre là, maintenant, puisque ça demande une analyse de votre situation personnelle. Et c'est précisément pour ça que j'ai lancé cette idée de coaching personnalisé, parce que vous vous doutez bien que tout ce que je peux dire ici, que ce soit dans les vidéos ou maintenant dans les podéos, je ne peux pas répondre précisément à chaque situation personnelle, c'est pas possible, je peux juste vous parler de généralité.
Mais pour régler un problème précis de quelqu'un, j'ai besoin de beaucoup plus de données que ça et de faire une analyse ensemble de la situation. Voilà, alors je poursuis avec ton commentaire. L'idée de trouver un intermédiaire est intéressante, voire idéale, mais il me paraît difficile d'y parvenir souvent, parce qu'il faut déjà trouver cette zone grise, entre guillemets, si on veut dans la conversation, et surtout tomber sur une personne prête à faire un effort de compréhension et de curiosité. De mon expérience, c'est denrée rare. Alors 2 choses ici. Premièrement, sur ton questionnement pour le fait de trouver une zone intermédiaire, ça je comprends très bien parce que c'est pas une information qui est très connue. Et je comprends aussi que tu te demandes comment la trouver. Alors en fait, ça se passe par paliers. C'est quelque chose de progressif. C'est une technique qui se passe, oui, vraiment par paliers. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est amener votre interlocuteur en douceur sur un autre terrain, jusqu'à parvenir à son seuil de tolérance. Et au vôtre aussi. C'est une technique vraiment efficace, encore une fois, qui est utilisée en fonction des circonstances et en fonction de votre situation personnelle, et c'est pour ça que ce point-là aussi est abordé dans le coaching, quand et comment. Et pour en revenir au deuxième point de ton commentaire, et d'ailleurs c'est ce qui clôturera ton commentaire Mormagor, tomber sur une personne prête à faire un effort de compréhension et de curiosité, qui est, selon ton expérience, une denrée rare. Alors c'est vrai, autant l'admettre immédiatement, c'est rare. Et en fait, on est tous concernés par ça. Les efforts, on veut bien les faire quand on voit clairement qu'on a quelque chose à y gagner. Sinon, non, personne ne fait d'efforts juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une vision un peu utopique du monde de croire ça. C'est une vision idéaliste. Parce qu'en fait, c'est vraiment dans la nature humaine, chacun agit pour ses intérêts personnels. Même quelqu'un qui fait un acte bénévole cherche quelque chose à y gagner. De la reconnaissance, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, le principe est toujours le même. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, ce qu'ils disent, vous ne pouvez pas contrôler sur quoi ils devraient mettre leur priorité, ni sur quoi ils devraient faire des efforts. Je vous donne un exemple avec une situation que je connais très bien, puisque c'est ma situation. Je fais des vidéos sur YouTube. Ces vidéos me demandent, comme vous vous en doutez peut-être, un travail conséquent. Colossal. Pour chaque vidéo, j'ai entre 40 et 60 heures de travail non rémunéré. Dans les vidéos, parfois, j'explique aux personnes qui regardent ces vidéos, j'explique que si vous trouvez que mon travail vous est utile, si vous appréciez mes vidéos, ou juste si vous avez appris quelque chose d'intéressant ou même passé un bon moment, et que vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez le faire d'une manière très simple. Vous pouvez ajouter un pouce, vous pouvez écrire un petit commentaire, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, voilà. Ce sont toutes des actions qui, selon mon prisme, je dis bien selon mon prisme, ne demandent pas trop d'efforts. C'est assez simple à réaliser, c'est rapide. Donc selon mon prisme, je me dis, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Et encore une fois, selon mon prisme et aussi selon mes valeurs, puisqu'il s'agit ici d'une question de valeur, je me dis, voilà, c'est un échange. J'offre quelque chose d'intéressant à quelqu'un et cette personne peut me remercier par une des actions que je viens de vous citer et qui n'est pas très contraignante. Donc, disons que sur le papier, le principe, ça paraît plein de bon sens, ça paraît simple, et comme ça, on pourrait se dire que à tous les coups, ça va marcher et que les gens, par reconnaissance, vont effectuer une de ces petites actions. Mais quand on regarde la réalité, c'est quoi ? Non, ça se passe pas du tout comme ça. La réalité, c'est que vous êtes une toute petite minorité à réagir. Vous pouvez comparer le nombre de pouces avec le nombre de vues, vous pouvez comparer le nombre de commentaires avec le nombre de vues, ça reste une très très petite minorité. Tu vois, je te raconte tout ça juste pour que tu puisses faire le parallèle entre, si je me dis, les gens qui veulent bien faire des efforts pour me remercier des vidéos que je publie, et même que ce soit des tout petits efforts, mais ces gens sont quand même très très rares. C'est une denrée rare. Donc ça, c'est une réalité. Et quel est mon choix en fait ? Mon choix, c'est de me dire, mais soit j'arrête, parce que comme ces personnes sont très rares, ces personnes qui peuvent me donner un retour satisfaisant sont très rares, mais je vais arrêter parce que c'est disproportionné par rapport aux efforts que je fournis. Donc ça, c'est une première option. Ou bien ma deuxième option, c'est de me dire, ok, ces gens ne veulent pas, la majorité des gens ne veulent pas faire ces efforts, et donc, c'est pas grave. Je ne peux pas contrôler ça, je vais moi-même
continuer à faire les efforts que je fais. Je vais continuer à travailler, à proposer des choses intéressantes pour la petite minorité qui continuera à réagir. Et comme tu le vois, c'est l'option que je choisis parce que je n'ai pas envie d'être dépendante de ce que la majorité des gens va m'imposer, si tu veux. Je n'ai pas envie de me dire qu'ils ont le pouvoir de me faire arrêter de publier des vidéos. Tu vois, même si les personnes qui manifestent leur intérêt par rapport à mon travail restent une minorité, eh bien, je choisis de continuer quand même à tracer ma route et de me focaliser sur cette minorité. Et donc, dans votre vie, c'est la même chose. C'est ce que je vous conseille de faire, de ne pas attendre le retour d'autres personnes. Sinon, vous allez juste rester statique, vous allez faire du surplace à attendre que d'autres personnes, disons, valident ou réagissent à ce que vous faites pour avancer. Mais ça, je peux vous dire, c'est pas le bon plan, vraiment pas. Et dans les conversations, c'est pareil, vous ne pouvez pas forcer une personne à s'intéresser spontanément à ce que vous dites. Par contre, ce que vous pouvez faire, ce qui est dans vos mains, c'est que vous pouvez apprendre à utiliser des techniques pour emmener la conversation dans une zone plus satisfaisante pour vous, ce dont je viens de parler un petit peu plus tôt, donc je ne vais pas me répéter, mais en gros, l'idée, c'est que si tu attends que les autres fassent un pas, malheureusement, tu vas attendre encore longtemps. Je sais que ça peut paraître un peu pessimiste comme vision, mais on peut voir ça plutôt comme une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours le pouvoir d'agir nous. Vous avez toujours les cartes en main et vous n'avez pas besoin d'attendre les autres. Voilà, ça c'est le message que j'ai envie que vous reteniez. Vous êtes libre d'agir, peu importe ce que font les autres. Ou ce qu'ils ne font pas d'ailleurs. Et cette liberté, c'est juste quelque chose d'énorme. Alors on va poursuivre avec Mina. Mina qui me dit « Je suis INFP, mais je suis en fait un peu S plus N. J'aime bien discuter de concepts et d'idées, mais aussi de leurs applications concrètes et de leur impact dans le monde et sur les gens. » Alors en fait, ça j'avais déjà un petit peu répondu dans le commentaire, Mina, je t'avais dit que tout le monde est S et N. Ça, c'est un petit peu le piège de se définir par une lettre. Cela peut faire penser qu'on exclut l'autre. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc tout le monde est S et N, et comme je le précise, c'est une question de préférence. Donc par exemple, on pourrait dire que vous allez utiliser votre préférence N à 67% du temps, et donc votre préférence S à 33% du temps. Et ça, c'est la même chose pour tous les axes du MBTI. C'est toujours une question de préférence, mais c'est un petit peu, on va dire, un abus de langage. On utilise une seule lettre pour définir la personne. Pourquoi ? C'est bien normal, c'est juste pour, disons, clarifier, ou en tout cas pour simplifier. C'est une sorte de convention, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que si on devait dire tout le temps oui, alors moi je suis introverti à 80% et extraverti à 20%, on s'en sort pas trop. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile de se définir avec la lettre où notre préférence est la plus marquée, mais il faut bien garder en tête que ça reste une préférence et qu'il y a une partie de nous qui utilise aussi l'opposé de notre préférence. Alors je suppose que tu as voulu dire que tu essayes de trouver un équilibre, notamment par le fait de trouver des applications concrètes. Et ça montre que tu as bien compris le défi principal des N. Et c'est aussi la même chose que je vis dans mes vidéos, les vidéos de cette chaîne, parce que si je me laisse fonctionner en mode automatique avec cette préférence N qui est assez marquée chez moi, je pars volontiers dans des concepts. Et ça devient problématique quand on fait des vidéos, parce que ça veut dire qu'en gros, je vais un peu perdre tout le monde et que vous allez être une toute petite minorité à me suivre et à trouver ça génial, mais la plupart des personnes vont me dire qu'est-ce qu'elle raconte, on ne comprend rien du tout, parce que je serai juste dans mon monde, et j'aurais oublié un petit peu, comme tu le dis très bien, Mina, de penser à l'aspect concret de la chose et de comment ça peut impacter le monde et les gens. Comme tu le dis, c'est exactement ça. Donc là, juste bravo, je peux juste te dire bravo d'avoir pris conscience de ça, et de chercher à trouver un équilibre entre ton N et ton S, et j'encourage tout le monde à faire ça, donc que ça soit dans les deux sens, NS, SN, voilà. J'enchaîne avec FM qui me dit « Impossible pour moi de trancher entre S et N.
Je cherche depuis des années, j'ai fait le test MBTI une dizaine de fois, et j'arrive toujours à 2 ou 3% d'écart en faveur de l'un ou de l'autre. À force d'y réfléchir, je dirais que j'ai une façon S de traiter des sujets N, mais ça ne m'aide pas à trancher pour mon type, ISFP ou INFP. Cette hésitation sur l'un des axes est assez fréquente. Le MBTI, c'est un modèle complexe. Les 4 lettres sont un point de départ, mais comme je l'ai dit juste avant, c'est quelque chose de très simplifié, et je trouve que c'est très bien en tant que point de départ. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que tout de suite c'est pas valable. Moi je ne vais pas jusque-là. Je ne vais pas jusque-là, je pense que c'est un très bon point de départ, même si on ne trouve pas tout de suite son vrai type, ce qui arrive fréquemment dans les tests en ligne, ça il faut bien l'admettre. C'est pas grave, mais ça je vous en reparlerai une autre fois. Maintenant, il y a des personnes comme toi, FM, qui a envie d'aller plus loin et de comprendre, de connaître son type, vraiment, et de pouvoir trancher. Donc ça, je te comprends très bien, et c'est ce qui est génial avec le MBTI, c'est que quand vous avez passé cette première étape, cette première introduction des 4 lettres, cette version, on va dire, simplifiée de votre type, eh bien, vous allez commencer à pouvoir creuser vers des couches un peu plus profondes. Et en fait, à la prochaine étape, vous allez pouvoir vous intéresser aux interactions entre les 4 lettres. Et à ce moment, vous pouvez commencer à avoir une vision beaucoup plus précise de votre type. Parce que vous allez avoir des éléments supplémentaires qui vont vous permettre de vous identifier plutôt à un ou plutôt à l'autre, ou d'éliminer des choses qui ne vous correspondent pas. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que je ne peux pas développer ici, parce que c'est beaucoup trop long, mais je vais vous donner des éléments pour mieux comprendre tout ça dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc restez bien connectés. Et en attendant, c'est aussi quelque chose que je fais en coaching d'ailleurs, c'est on analyse votre personnalité. Et ça, j'adore, c'est vraiment quelque chose de très intéressant quand on peut aller un petit peu plus loin, c'est vraiment génial. Alors la suite, c'est avec Trasilva. Trasilva ou Trasilvas, je sais pas, hein. Dis-moi comment je dois prononcer. On va dire Trasilva pour le moment. Donc pour le mini-sondage, je dirais N, malgré une des formations professionnelles S. Et travaillant dans un domaine de détail, la plupart de mes échanges avec mes collègues restent difficiles, on ne me comprend pas vraiment. J'en viens à m'adapter un peu trop souvent, à m'adapter pour que le message passe et soit compris. Heureusement que c'est moins le cas avec mes proches. Donc ici, voilà un exemple type de quand vous devez vous adapter. Si votre travail le nécessite, c'est un bon exemple, je pense. Donc ici, Trasilva, tu travailles dans un domaine de détail qui, selon ce que tu dis, te demande plus de fonctionner en mode S que N. Donc oui, votre travail est un bon exemple de quand il est préférable de vous adapter. Ce n'est pas le seul cas où il vaut mieux vous adapter, mais c'en est un. Alors concernant les échanges pas satisfaisants avec tes collègues, heureusement, tu peux compenser ça ailleurs. Et donc là, je vais vous renvoyer aux 4 piliers de la conversation dont je vous ai parlé plus tôt. Donc pour rappel, les techniques de conversation, vous, votre interlocuteur, et le contexte. Ce qui est magique avec ces 4 piliers, c'est que vous pouvez toujours intervenir sur l'un de ces 4 piliers quand la conversation ne vous convient pas. Quand une conversation n'est pas satisfaisante, vous pouvez utiliser des techniques pour la rendre plus satisfaisante. Vous pouvez changer d'interlocuteur, vous pouvez changer le contexte, ou vous pouvez travailler sur vous, c'est-à-dire vous adapter. Donc ça, c'est le côté magique de ces 4 piliers de la conversation. Alors ici, te concernant toi, Trasilva, c'est très bien puisque tu dis que tu peux évidemment obtenir un certain équilibre. Ce que tu n'obtiens pas avec tes collègues du travail, tu l'obtiens dans ton environnement proche. Donc ça, c'est très bien. Et sinon, si tu voulais une autre option, ce serait, si tu voulais vraiment des conversations satisfaisantes avec tes collègues du travail, tu pourrais intervenir sur le pilier, soit interlocuteur, donc ça veut dire tu cherches d'autres collègues de travail avec qui tu peux avoir des échanges plus satisfaisants, mais ça, il faut voir évidemment s'ils existent, ces collègues dans ton environnement de travail. Ça, c'est une chose que je ne peux pas savoir. Et la deuxième chose, tu peux changer, c'est le deuxième pilier sur lequel tu peux intervenir, tu peux changer le contexte. Ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire changer de travail. Donc ça, encore une fois, c'est à voir avec ta situation personnelle. Si tu as envie de changer de travail, si tu peux te le permettre. Voilà, toutes ces questions auxquelles moi, je ne peux pas répondre, évidemment. Mais vous avez bien compris l'idée, c'est que pour vous sentir
plus à l'aise dans une conversation. Et pour la rendre plus intéressante, vous avez toujours la possibilité d'intervenir sur l'un des 4 paramètres qui sont les 4 piliers dont je vous ai parlé. Et on va terminer aujourd'hui avec Cécile qui me raconte sa dernière dispute, entre guillemets, avec son homme. Il n'arrêtait pas de me dire de tester, entre guillemets, des trucs et on n'avait pas du tout la même compréhension de ce que ça représentait l'un et l'autre. Lui était plus dans l'abstrait, simulation, et moi le concret. INTP tous les deux, je précise. Alors merci Cécile pour ce petit témoignage très intéressant qui nous rappelle que même quand on a déjà un canal commun, qui est le N ici, eh bien la communication reste un exercice périlleux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une quantité énorme de facteurs qui entrent en jeu. Il y en a tellement que ça pourrait faire une suite de vidéos rien que sur ce sujet. Donc ici, en ce qui concerne le N, il faut savoir qu'il peut encore y avoir différents types de N. Ça, j'en reparlerai plus tard, mais aussi, même quand on est du même type, ce qui est le cas ici, puisque vous êtes tous les deux INTP, il y a un tas d'autres facteurs qui interviennent dans vos personnalités et qui peuvent induire justement des différences, les différences dont tu parles. Alors comme je te disais dans le commentaire, et comme j'en ai un petit peu parlé aujourd'hui aussi dans ce podéo, c'est que de par mes expériences, je sais que dans une conversation entre deux N, il n'est pas rare que l'un des deux fasse à un moment donné redescendre l'autre sur Terre. Et donc pour ça, il va utiliser son côté S pour amener la conversation vers un échange un peu plus réaliste ou un peu plus concret. Donc là, c'est toi, Cécile, qui a pris ce rôle de revenir un peu plus vers du S. Et dis-moi si je me trompe, ça m'intéresse, mais ce qui peut se passer dans ce cas-là, c'est que ton conjoint va te reprocher peut-être d'entraver sa liberté ou en tout cas une partie de sa créativité. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Et puis à partir de là, évidemment, on peut retomber dans des incompréhensions mutuelles, d'où l'utilité, encore une fois, d'emmener la conversation sur un terrain où les deux interlocuteurs peuvent échanger sereinement. Et ça sera le mot de la fin pour ce qui concerne vos commentaires aujourd'hui. Juste avant de terminer, je vous rappelle que le coaching personnalisé est encore disponible jusqu'à samedi pour celles et ceux qui ont envie d'approfondir tout ça et surtout de savoir comment appliquer tout ça dans votre vie personnelle, avec vos préoccupations personnelles, avec vos situations spécifiques, pour qu'on puisse un peu analyser tout ça ensemble, votre personnalité, vos difficultés, voir un peu comment vous pouvez surmonter tout ça et améliorer vos relations sociales. Et la deuxième chose, je voudrais vous rappeler que si ce format vous plaît, je peux vous en refaire un deuxième cette semaine et dans ce cas, envoyez-moi vos questions. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact sur le blog introvertusmotus.com. Et puis bien sûr, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce format. Voilà, donnez-moi vos retours. Ça sera intéressant de voir un petit peu comment on avance avec ça. Allez, je vous dis à très bientôt, soit pour le coaching, soit pour le prochain podéo, ou soit pour la prochaine vidéo. À bientôt. Le monde est coupé en deux. Une conversation, c'est un échange d'informations, et il existe 2 grandes catégories d'informations. Les informations concrètes, tout ce que vous pouvez voir, entendre, toucher, goûter, sentir, toutes les informations que vous avez apprises d'expériences passées. En d'autres mots, c'est le monde des faits et de tout ce qui concerne le monde réel.